Vous savez, donc le thème de ce matin, c'est eh bien dans l'idée du choc des réalités, c'est le choc des transitions, puisqu'elles sont effectivement très fondamentales dans l'époque que nous vivons. Et nous avons ce matin des invités de très grande qualité. Alors Alexandra Roulet, la représentante du Cercle des économistes, m'accompagnera et cadrera bien sûr cette table ronde. Mais nous avons aussi bien sûr Christelle Heidemann, qui est directrice générale d'Orange, merci. Paul Hudson, qui est le directeur général de Sanofi, Annabelle Cruz, qui est la vice-présidente d'Uber pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Mathias Burgard, qui est directeur général adjoint délégué de chez Ardian, et Laurent Bataille, juste à mes côtés, président de Schneider Electric France. Merci beaucoup à tous d'être présents, puisque cette question de la transition, des transitions, elle est fondamentale pour les entreprises aujourd'hui. Et puis, c'est toutefois un choc. Comment l'absorber? Comment l'accompagner? Alexandra Roulet. Merci Ruth pour cette introduction. Donc oui, en effet, on a de la chance, on a une session qui nous invite à réfléchir concrètement aux principaux défis auxquels nous faisons face. Quand on pense transition démographique avec le vieillissement des populations, on pense transition écologique avec le réchauffement climatique, et on pense bien sûr transition technologique avec la révolution de l'IA. Et donc on va réfléchir dans cette session à comment réussir ces transitions et surtout comment l'innovation peut nous y aider. Alors on a la chance d'avoir en effet plusieurs chefs d'entreprise et représentants d'entreprise qui vont nous donner des exemples très concrets de comment ça se passe dans leur entreprise. Moi je vais essayer d'offrir un cadrage un tout petit peu plus macro, plus axé politique publique. Et c'est vrai que il me semble qu'en fait de réussir ces transitions, et en particulier de réussir toutes ces transitions, c'est assez difficile pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que ces transitions sont coûteuses. C'est quelque chose qu'on a mis un peu de temps dont on a mis un peu de temps à prendre la pleine mesure. Mais par exemple, dans le cas de la transition écologique, ça a été très bien mis en lumière dans le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz il y a 2 ans, qui ont bien montré qu'en fait, pour que tout le monde passe des voitures thermiques aux voitures électriques, pour que les ménages s'équipent, rénovent leur logement, passent à la pompe à chaleur, etc., tout ça, ça nécessite une série d'investissements. Ce n'est pas toujours des investissements forcément publics, mais enfin, il y a une partie qui va être des investissements publics. Et donc, dans un contexte budgétaire tendu, évidemment, ça rend les choses plus compliquées. Et on l'a vu très concrètement dans le budget de la France. On a bien vu qu'il y a eu récemment des coupes, à la fois des coupes dans France 2030, qui était le programme qui est toujours le programme qui finance l'innovation, des coupes dans les investissements verts. Alors certaines peuvent être justifiées, il y a un débat sur l'efficience de MaPrimeRénov', etc. Mais enfin, il y a quand même eu un recul de certains de ces investissements du fait du contexte budgétaire tendu. Donc on voit bien qu'on est amené à faire des choix et que c'est compliqué. C'est d'ailleurs pas un problème spécifiquement français. On se rappelle le rapport de Mario Draghi à l'automne dernier, il disait exactement ça, au niveau de l'Europe. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous disait Mario Draghi? L'Europe décroche en termes de productivité depuis les années 2000, un petit peu avant même, et en fait, s'il n'y a pas de progrès, si on ne renoue pas au niveau européen avec la croissance, notamment la croissance de la productivité, l'Europe devra choisir entre ses ambitions. On ne pourra pas, dans le même temps, financer son effort de défense, être leader de la transition climatique, financer son modèle social. Donc on voit comment il va y avoir une difficulté à concilier toutes ces transitions, et on voit aussi comment l'innovation est évidemment un levier qui peut nous permettre de réussir. Parce que ce que nous dit Mario Draghi en creux, c'est que donc pour réussir, ce qu'il faut, c'est renouer avec la croissance. On ne peut pas faire en 1 minute 30 un cours d'économie de la croissance, mais disons que c'est très évident que l'innovation, c'est un moteur très important de la croissance. Donc toutes les politiques qui visent à favoriser l'émergence, le développement, la croissance des entreprises innovantes sont évidemment clés, non seulement pour l'innovation et la croissance, mais pour nous permettre de financer toutes les transitions et de ne pas avoir à arbitrer entre certaines. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on développera peut-être un peu plus dans la deuxième partie de cette session, la deuxième difficulté, au-delà de cette question du financement et du coût, c'est la question de comment amortir le choc pour les gens pour qui cette transition est douloureuse. Donc il y a 2 exemples qu'on pourra développer un peu plus par la suite, mais on peut prendre l'IA et on peut prendre l'exemple des gilets jaunes. Donc en ce qui concerne l'IA, on a très clairement parfois des craintes exprimées dans le débat public, que ça soit la fin du travail, etc. Je ne pense pas du tout. Je pense que l'IA, ça va être tout à fait bénéfique et pour la croissance et pour l'emploi comme les précédentes révolutions technologiques. Mais le fait que ça soit bénéfique en moyenne, c'est comme le libre-échange. Le libre-échange, c'est bénéfique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des perdants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont négativement affectés. Et on l'a vu dans les résultats électoraux de tous les pays,
Le problème des dernières décennies, c'est qu'on n'a pas su amortir le choc pour les perdants. Donc ça, c'est un problème qui n'est pas juste un problème financier, un problème plus profond sur lequel on pourra revenir. Le deuxième exemple un peu emblématique sur cette question de comment amortir le choc, c'est l'exemple vraiment des gilets jaunes. Et là aussi, ça reboucle avec la question de l'innovation, parce que qu'est-ce que nous apprennent les gilets jaunes? En fait, alors, on me dit que le temps est écoulé, donc je vais peut-être garder les gilets jaunes pour... Non, je n'ai rien dit, moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Comme nous avons un super plateau, super panel... Je garde les gilets jaunes pour le temps du débat. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'on rebondira là-dessus, mais Christelle Heidemann, commençons par Orange, pour avoir une petite idée de la façon dont on absorbe l'innovation en général, les innovations, parce qu'évidemment, en télécom, on est en première ligne. Oui, c'est vrai que quand on gère des réseaux télécoms depuis des dizaines d'années et dans des pays aussi divers que, bien sûr, la France, mais aussi beaucoup de pays en Afrique, on voit à quel point diffuser l'innovation, d'abord, et déployer des infrastructures qui vont permettre de diffuser l'innovation, ça a un vrai coût. Puisqu'évidemment, c'est des milliards d'euros qui doivent être investis. On parle du changement climatique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, et on investit pour verdir notre énergie, rendre plus efficace et faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs finalement d'atténuation sur le changement climatique. Mais le coût d'adaptation pour nos infrastructures au changement climatique qui est une réalité, ça c'est un coût sur lequel évidemment nous on travaille, et c'est quelque chose sur lequel on est très très dépendant d'autres secteurs, parce qu'évidemment nos réseaux sont très très liés à l'alimentation en énergie, sont très très liés bien sûr aux infrastructures, sont très liés, il faut avoir de l'eau, il faut avoir des systèmes de transport, de logistique. Donc ce sujet évidemment de l'innovation, quand on sert près de 300 millions de clients dans le monde, notre préoccupation au quotidien, c'est à la fois d'être au plus proche de l'avant-garde de la technologie. Donc on va bien sûr parler d'intelligence artificielle, on peut parler de quantique, on va bien sûr parler de sécurité, de cybersécurité. Et en même temps, notre question permanente, c'est comment rendre ces technologies acceptables par le plus grand nombre. Et quand on pense le plus grand nombre, c'est évidemment les millions de Français, mais c'est aussi s'assurer qu'on ne va laisser personne sur le bord de la route, y compris sur le continent africain. Or, on voit bien que l'accélération technologique augmente l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Alors c'est vrai qu'il y a des technologies qui ont été déployées massivement. Le téléphone portable, évidemment, on a été le premier à proposer le téléphone portable en France. Alors, on revient au siècle précédent. Voilà, plus personne, et c'est quelque chose qui a été massivement adopté. Il y a encore des parties du monde dans lesquelles il n'y a pas de couverture mobile. C'est souvent des endroits où, quand on déploie et on amène le téléphone portable, on amène l'énergie en même temps dans des villages. Donc ça, évidemment, c'est le côté positif. Maintenant, dans les questions qu'on se pose aujourd'hui, et si on regarde en fait pourquoi il y a un choc actuel, c'est qu'il y a une accélération de l'innovation et une interdisciplinarité de l'innovation. Si on prend l'exemple du dernier prix Nobel, d'Emis, qui est d'ailleurs AlphaFold, donc quelqu'un dans le grand groupe Google, mais c'est 4 ans entre le moment où le modèle est publié et le prix Nobel. C'est très très court, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la science, et donc non seulement c'est très court, mais c'est des équipes qui sont en fait des informaticiens, computer science, qui ont le prix Nobel de chimie pour une avancée qui va servir la santé. Et donc on voit bien que le choc actuel, c'est aussi ce sentiment de perte de contrôle et cette peur que finalement les lendemains, le futur, est-ce que l'innovation est synonyme de progrès pour la société, et comment finalement s'assurer qu'on a une forme de contrôle sur ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que bon, le changement climatique, les scientifiques, les faits existent depuis des années, et pour autant, à titre individuel, est-ce qu'on fait tous ce qu'il faudrait faire ? Bon, c'est très difficile, on le sait. Donc on est dans ce monde où tout s'accélère, où il y a effectivement cet enjeu d'inclusion, et où en même temps, notre difficulté, et bien sûr nous, notre rôle en tant qu'Orange, c'est d'avoir ce capital confiance, de maintenir la confiance de nos clients, et d'être cet acteur qui va permettre l'adoption de la technologie. Si on parle d'intelligence artificielle, qui est un sujet qui peut faire peur, parce qu'évidemment, il y a des craintes, ça va remplacer des emplois, etc., nous, on est déterminés, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'adoption, c'est-à-dire qu'on met la technologie dans les mains des collaborateurs chez Orange pour la tester, pour démystifier les choses, pour voir que non, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer tout ce qu'un humain sait faire. Par contre, évidemment, il faut apprendre à utiliser la technologie pour ses bons côtés. Il ne faut pas être naïf, il y a des vraies craintes, il y a des sujets sur lesquels on doit travailler, on doit dialoguer, on doit avoir des débats de société.
Mais le pire serait effectivement de laisser la technologie faire sans que nous-mêmes, on prenne ce contrôle, ou en tout cas cette maîtrise et la compréhension, aussi bien des points positifs que des points négatifs. Mais effectivement, toutes les révolutions technologiques, et ça a été très bien dit, il y a cet enjeu d'adresser les personnes qui ne vont pas forcément être dans le progrès par rapport à ces technologies, avec beaucoup de craintes. Et ça, évidemment, c'est des débats de société. Mais une fois de plus, quand on sert des millions de clients, qu'on s'appelle Orange, et que tous les jours, les clients nous font confiance pour leur communication, que de plus en plus de clients, on a ces enjeux de cybersécurité, la sécurité des systèmes, tout est connecté. Tout ça, ça a un coût également. Et donc, on investit évidemment beaucoup pour protéger nos infrastructures, protéger nos clients. Mais c'est aussi une opportunité parce qu'évidemment, pour nous, c'est des nouveaux domaines d'activité dans lesquels on se développe avec toutes les entreprises et bien sûr les clients partout dans le monde. Paul Hudson, alors le secteur de la pharmacie, évidemment, des laboratoires et de la recherche, c'est un secteur en première ligne où le rythme, l'accélération, la compétition est quand même majeure. Et est-ce que du coup, on a le temps de se soucier d'accompagner le changement ou l'innovation? Est-ce qu'on n'est pas d'abord dans la recherche maximum de l'innovation à tout prix? Et par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Bon, peut-être que je pourrais peut-être revenir sur ce qui a été dit de façon si élégante par mes prédécesseurs. Le mot choc, bon, c'est intéressant. C'est un choc en Europe, mais ce n'est pas un choc aux États-Unis ou en Chine. En Chine et aux États-Unis, tout le monde vraiment avance à pleine vitesse pour tirer avantage de la nouvelle révolution industrielle. En Europe, le problème, c'est la disponibilité de nouveaux outils qui arrivent à une telle vitesse et en même temps qu'on a un déclin en Europe et perd ses capacités d'innovation. Et c'est pour ça que le choc est beaucoup plus fort en Europe. On sait qu'au cours des derniers siècles, par exemple, lorsqu'on a fait face à différentes révolutions industrielles, comme ce qu'on a avec l'IA actuellement, bon, il fallait souvent 3 générations pour s'habituer aux nouvelles technologies, que ce soit l'imprimerie, que ce soit le téléphone mobile, etc. Mais les gens avaient le temps de s'habituer. Le problème avec ce choc actuel, c'est que l'innovation arrive en une seule génération. Il faut s'adapter et personne n'y arrive, compte tenu de la vitesse où se passent les choses. Et ce qu'on dit à Zenovi tous les jours, c'est qu'on dit aux gens, n'oubliez pas que l'humain plus l'IA, c'est plus fort que l'humain sans l'IA. Alors les gens me demandent toujours, est-ce qu'on va perdre des emplois, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, première chose, on va améliorer la productivité. Ça, c'est l'objectif premier. On ne peut pas réduire les coûts pour créer de la valeur dans les soins de santé, mais on peut rendre les gens beaucoup plus forts pour livrer de l'innovation. Et bon, j'ai travaillé avec Bill Gates, par exemple, j'étais à une table ronde et on s'est rapproché avec Bill. Et souvent, il me donnait des petites phrases de sagesse. Par exemple, il m'a dit récemment, Paul, il faut que tu te rappelles que les dernières 100 années d'innovation, le dernier siècle d'innovation, bon, l'équivalent va se passer maintenant en 5 ans. Donc, 100 ans versus 5 ans. Voilà, à la même échelle. Et donc, en fait, il n'y a qu'un pour cent. 1% de ce qui va être inventé a déjà été inventé. Il reste 99% d'innovation. Donc, moi, je dis, et j'ai parlé à d'autres PDG, c'est une révolution. Le problème en Europe, c'est que la plupart des PDG délèguent la révolution. Ils le donnent à une task force, par exemple, à McKinsey, à BCG, par exemple. Ils sous-traitent. Et donc, il y a tellement de paramètres, etc. Ça évolue. Bon, l'être humain, il traite 64 bits d'information, alors qu'un modèle informatique, c'est 800 millions de bits d'information. On ne peut pas se concurrencer cela. Et il faut comprendre où est l'opportunité. La réalité pour nous, c'est que si vous déléguez cette révolution à des gens qui sont plus bas dans votre organisation, ben, vous avez déjà perdu. C'est pas ce qui se passe aux États-Unis et en Chine. Dans la santé, par exemple, on a décidé, peut-être que
vous connaissez notre industrie, peut-être vous vous en foutez finalement, mais lorsque vous êtes malade, ben, là, ça compte. On travaille très fort pour créer de nouveaux médicaments. Normalement, ça prend 15 ans pour développer un médicament et on dépense 1 milliard d'euros dans les médicaments qui va être disponible 12 ans après, avec 90% de chances d'échouer. Et on a dépensé 1 milliard, on ne sait même pas si ça va marcher. Il y a 6 ans, on avait 60% de chances d'échec. 2 ans, 30% de chances d'échec. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on essaie d'aller de vraiment traiter ça de façon holistique. D'assurer qu'on suit toute la chaîne et d'améliorer la probabilité à chaque étape, faire que la molécule est plus sûre finalement et qu'elle va réussir, qu'elle va être un succès. Et on ramène de 90% de risque d'échec à 80%, 70%. On utilise d'énormes modèles. Essayer de s'assurer que l'on peut désigner une seule cellule de la molécule finalement. Donc on est dans ce voyage et je m'inquiète beaucoup pour l'Europe. Vous avez parlé de Draghi, du rapport Draghi. Bon, Draghi, elle a raison. Si vous lisez le rapport Draghi, l'Europe n'est pas concurrentielle. J'ai eu le privilège de parler à beaucoup de gens de la Commission européenne. Tout en haut, leur question, c'est comment on régule, comment on travaille ensemble. Comment est-ce que l'Hongrie peut travailler avec l'Espagne ou la France? Et la réalité, c'est que on se regarde le nombril finalement, on s'assurait qu'on joue le jeu, qu'il n'y a pas de billets, etc. Alors que la Chine et les États-Unis, ils foncent. On le sait, moi j'adore ce pays, mais ce pays ne peut pas battre la Chine et les États-Unis tout seul. Donc il faut qu'on travaille dans une Europe efficiente, efficace. Et l'Europe recule. Le choc est à venir. Le choc final sera lorsque les gens réalisent que c'est trop tard et que l'Europe a été surrégulée, etc. Si tôt le matin, c'est dur, hein? Donc... Nous sommes déjà en retard, nous sommes déjà dépassés, j'ai bien compris, mais quand même, on travaille, on avance. Mathias Burgard, chez Ardian, vous avez 2 enjeux, à la fois l'innovation chez ceux que vous allez aider et mettre en valeur, et dans votre propre métier. Oui, effectivement, alors déjà on est disrupté dans le sens où l'investissement, les environnements d'investissement sont totalement différents. On doit investir massivement maintenant dans de nouvelles technologies et donc ça, bien sûr, dans la chaîne de l'IA, c'est-à-dire dans la capacité de computing, dans les data centers, dans l'énergie, puisque finalement, pour pouvoir alimenter tout ça, il faut beaucoup d'énergie. Le traitement de l'eau, puisque c'est extrêmement consommateur d'eau. Donc l'univers d'investissement a complètement changé. Le rapport Draghi et finalement aussi l'État disent que justement le retard de l'Europe est notamment lié à l'investissement privé, le manque d'investissement privé. Là aussi, c'est à nous de mobiliser les capitaux privés, notamment les capitaux chez les particuliers, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que l'argent institutionnel, il ne va pas croître au même rythme que dans le passé. Donc l'avenir, c'est capacité de mobiliser l'épargne privée, qui représente 50% de l'ensemble de l'épargne, mais juste 15% des investissements alternatifs. Donc ça, c'est effectivement d'abord notre premier défi pour financer les fameux 800 milliards par an à la fois en transition énergétique, mais aussi en tout ce qui est innovation, donc dans le rapport Draghi. Et puis ensuite, nos propres métiers qui sont totalement modifiés, aussi les gains de productivité dans les analyses, la manière dont il va identifier les opportunités d'investissement, la manière de construire nos portefeuilles pour que la somme des investissements soit plus performante, enfin que la construction de portefeuille apporte de la surperformance. Donc tous nos métiers sont bouleversés par l'IA et nos collaborateurs ne sont pas plus préparés que les autres justement à affronter ce nouveau défi. Alors tous ces changements, finalement, qu'est-ce qu'ils vont provoquer? Ils vont provoquer une concentration dans un secteur qui est le nôtre, qui est très fragmenté, parce qu'effectivement, il faut avoir une capacité d'abord d'accès à l'information. La finance est une industrie d'information et de traitement de cette information-là. Et donc, ça demande de la mise à l'échelle, des investissements informatiques massifs aussi. Et donc là aussi, ça va pousser une concentration de nos secteurs. Donc on a à la fois
un univers d'investissement qui change complètement. Il faut identifier les entreprises qui seront les gagnantes de demain. Il faut aider les entreprises que l'on a justement à se transformer. Et en même temps, nous-mêmes, nous sommes transformés. Donc c'est un double défi. Passer finalement d'une industrie du private equity qui est essentiellement du B2B et qui va devenir du B2C, sauf que ce n'est pas du tout le même métier. Annabelle Cruz, alors on continue notre tour de table, évidemment on reviendra sur les principaux sujets, mais Uber, c'est par essence une technologie disruptive qui change complètement le secteur. Comment vous avez géré cette innovation et comment ça s'annonce maintenant dans les décennies à venir? Yeah, thank you. Merci. Le titre de ce panel pourrait être vraiment le titre de notre livre. Donc moi, je suis vraiment en train de gérer tous les jours le choc des innovations. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais l'idée d'Uber, au départ, est née à Paris, en fait, il y a 15 ans. OK. Si seulement il y a 15 ans, vous pouviez imaginer la taille de notre business aujourd'hui, 70 millions d'utilisateurs, 8 millions de chauffeurs, 36 millions de voyages par jour. Ça a été vraiment une disruption continue de la mobilité, en fait. Et aujourd'hui, nous sommes au milieu de la prochaine disruption, qui est dans notre cas, de manière certaine, c'est l'intelligence artificielle, mais évidemment, les voitures autonomes également. Et ce n'est plus de la science-fiction maintenant, c'est quelque chose qui va arriver à l'heure où on parle, surtout aux États-Unis, mais également en Chine, comme on l'a dit. Dans notre voyage de gestion de l'innovation, je pense que tout le monde sait que nos débuts étaient assez marqués par des confrontations et des disruptions assez brutales. Nous avons appris la leçon et nous sommes adaptés, nous avons adapté notre modèle au modèle qu'on appelle en fait le modèle opérationnel européen, de travailler de manière plus collaborative, de travailler avec les autorités réglementaires, les partenaires, pour développer la prochaine génération, dans notre cas de mobilité, mais en général, la prochaine génération de l'écosystème dans lequel nous voulons fonctionner. Un très bel exemple est l'électrification, qui est également un changement majeur de la transition. C'est de manière économique, mais juste la gestion de ce changement est énorme. La France est particulièrement un exemple que je vais utiliser particulièrement Paris. Il y a 5 ans, 85% des voitures étaient au diesel. Aujourd'hui, on est à 0 voiture diesel. Et 90% des voitures qui fonctionnent à Paris sont soit des hybrides, soit des électriques. Ce qui a coûté cher, bien sûr, et on a mis beaucoup d'argent et d'efforts là-dedans, mais on a fait aussi des efforts, on a dû travailler avec les autorités réglementaires, la ville, etc. Donc pour nous, c'est vraiment comme ça qu'il faut qu'on avance. Quand on se tourne vers les voitures autonomes, et c'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, donc j'ai dit c'est en train de se passer, nous avons 1,5 million de voyages qui sont déjà en train d'être enregistrés sur la plateforme avec des voitures autonomes, mais ça se passe uniquement aux États-Unis. À Phoenix, ça va arriver à Atlanta, même à Abu Dhabi également, dans le Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient avance très vite et on va parler rapidement de plus de voitures encore. Pour l'Europe, il y a quelques tentatives, des petites initiatives pilotes. On a le Royaume-Uni qui avance un petit peu là-dessus, qui approche sa date à 2026 pour pouvoir être capable d'accueillir des passagers dans des voitures autonomes. On travaille en coopération pour mettre en œuvre les véhicules autonomes au Royaume-Uni. En Allemagne, c'est la même chose. Il y a un cadre réglementaire qui est en train d'être développé. En particulier, on se tourne vers Hambourg pour notre prochain pilote. En France, on a eu quelques tentatives, surtout avec des navettes en fait, mais ça va assez lentement et on pense que la France est l'un des pays où même avec de par le background d'ingénierie et l'histoire de ce pays tout simplement, nous pourrions aller plus vite là-dessus et on pourrait en faire plus. Et comment allons-nous gérer cette transition pour arriver là?
on imagine que ça va prendre plusieurs années où il va encore y avoir des conducteurs humains et des voitures autonomes qui se partageront les courses et qui vont coexister et qui vont gérer ensemble une plateforme. Les voitures autonomes vont augmenter les possibilités que nous avons pour la mobilité. Par exemple, pour desservir des lieux où le nombre de chauffeurs que nous avons disponibles n'est pas suffisant. Ce qui pourra permettre à certains conducteurs humains de faire quelques courses niches, ça pour avoir un meilleur service évidemment. Et par exemple, les voitures autonomes se concentreront sur le plus gros des trajets. Et donc on voit la transition comme un modèle hybride qui sera divisé donc entre des conducteurs humains et des voitures autonomes. Et ça sera un petit peu la donne pour les années qui viennent. Et donc ça va nous permettre de réduire les coûts, bien sûr, et d'augmenter la demande. Donc je pense que nous allons gagner la bataille, bien sûr, d'éliminer les voitures individuelles et privées. Et ça, c'est une énorme révolution pour le monde, car si nous arrivons à avoir moins de voitures dans nos rues, ça veut dire moins de pollution et ça veut dire moins de complications au niveau humain, individuel, mais aussi au niveau sociétal. Donc, la seule manière dont la société et les villes vont accepter ce changement, c'est si ça règle en même temps le réel problème que nous avons toujours en Europe et bien sûr dans d'autres endroits. Donc on pense que l'Europe a un grand rôle à jouer dans ce domaine. Moi j'espère que nous allons relever ce défi et que nous allons créer donc ce cadre où l'innovation va vraiment fleurir à nouveau sur ce continent et on pourra se dire dans un an, l'année prochaine, de toutes les villes où on est en train d'opérer avec nos véhicules autonomes. Merci beaucoup. Donc c'est un peu plus optimiste, c'est très optimiste ce que vous dites, merci. Pour Schneider Electric, vous vous dites il faut choisir ces innovations pour être efficace. Oui, parce qu'on est dans un environnement où il y a beaucoup de technologies disponibles. Maintenant, je voudrais d'abord rebondir sur ce qui a été dit par Paul, à savoir l'innovation, ça ne se délègue pas. Il faut effectivement, pour les dirigeants, avoir la passion de l'innovation, parce qu'elle apporte beaucoup de choses. Moi, je voudrais souligner un point, avant d'illustrer ça chez Schneider. L'innovation, elle a aussi des effets cumulatifs. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les entreprises qui innovent, par exemple qui déploient des architectures digitales, ont tendance à creuser l'écart avec les autres, mais surtout sur leur process, l'excellence, leurs relations clients. Et du coup, la rapidité, elle est clé, parce qu'effectivement, si on ne déploie pas les nouvelles technologies rapidement, donc c'est vraiment une question d'adoption et de diffusion, le risque, c'est vraiment que l'écart s'accumule. Si je reviens sur Schneider, donc on est le leader mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes. Aujourd'hui, on est à la croisée de deux transitions fondamentales dans notre économie. La première, c'est évidemment la transition énergétique, avec pour nous une attention massive sur l'électrification du monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, plus de 3/4 de l'énergie dans le monde est d'origine fossile. Il faut donc qu'on augmente le quart qui reste, qui est aujourd'hui fait d'électricité. Deuxième grande transition, c'est la transition numérique et digitale. Pourquoi ? Parce qu'elle permet d'améliorer le fonctionnement de nos infrastructures, d'utiliser moins de ressources, de moins gâcher, également d'utiliser moins d'énergie. Donc ça, ce sont nos deux grands principes fondamentaux, ce qui veut dire que toutes les innovations sur lesquelles on travaille chez Schneider, elles visent à adresser ces deux grandes problématiques, permettent d'accélérer l'électrification donc, et également permettre d'accélérer sur le numérique pour utiliser moins de ressources. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous donne quelques exemples. C'est de l'innovation qu'on apporte au réseau électrique, avec des softwares qui permettent de mieux gérer le réseau électrique qui est soumis à beaucoup de contraintes maintenant, avec par exemple l'injection de renouvelables sur le réseau, ce qui peut créer de l'instabilité. Il faut donc du software et du contrôle, voilà, pour mieux gérer ça. C'est également des produits pour le réseau beaucoup plus durables. On utilise des composites qui permettent aux produits, donc des matières composites qui permettent de durer beaucoup plus longtemps sur le réseau. C'est de l'infrastructure, donc il faut que ça dure 30 ans, 40 ans, 50 ans. Deuxième illustration, c'est les data centers. L'innovation qu'on fait, elle permet tous les ans à NVIDIA
de changer ces chips, ces fameux GPUs, et d'amener plus de densité de puissance et également plus d'efficacité énergétique dans les infrastructures numériques. Un exemple de ça, par exemple, c'est l'amélioration des systèmes de refroidissement. On a une grande transition vers ce qu'on appelle le liquid cooling. Tout ça, c'est fondamental pour nos architectures numériques. Dans le bâtiment, la technologie, c'est des systèmes de contrôle qui permettent d'économiser 30% d'énergie dans les petits bâtiments. Juste une petite statistique, en France, moins de 10% des petits bâtiments sont équipés d'un système de contrôle, ce qui veut dire qu'on gâche beaucoup d'énergie. Moins de 10%, c'est bien là qu'on voit le point de la diffusion. La technologie, elle existe, il faut qu'on la diffuse. Dernier point, en industrie, on parle beaucoup d'IA. Ce serait bien de faire de l'IA dans l'industrie. Il faut pour ça avoir un data model, donc des modèles de données, et également une infrastructure de data, si on veut pouvoir améliorer l'ensemble du fonctionnement des systèmes, des sites industriels, non pas site par site, mais au niveau des entreprises. Voilà. Et pour ça, nous, on a des infrastructures de données qui permettent de déployer l'IA à grande échelle. Donc la passion, pour moi, de l'innovation, elle est clé, si on veut, en particulier en Europe, rattraper l'écart. Parce que je pense qu'un point qu'il faut qu'on intègre, c'est que dorénavant, on est venu des challengers. Donc il faut ce mindset de challenger. Je voudrais enfin ouvrir sur une innovation qui est plus une innovation de business model. Nous, en tant qu'industriels, on est très attentifs à l'utilisation des ressources, matières premières et réutilisation. Donc une innovation sur laquelle on travaille beaucoup actuellement, c'est la circularité. C'est-à-dire savoir réparer les produits. Et ça demande à les designer de façon différente pour que dans 20 ans, 30 ans, on puisse les réparer. Voilà pour une première approche de chacun. Je retiens le retard, la nécessité de ne pas déléguer. Je retiens la question des perdants et des gagnants. Mais peut-être qu'on revient avec vous, Christelle Heidemann et puis Alexandra, sur les innovations que vous avez faites et celles qui se préparent dans votre domaine. C'est vrai que l'intelligence artificielle est quand même, c'est pas juste une innovation, c'est une vraie rupture technologique qui va prendre beaucoup de temps. On est au tout début. Et ça va prendre beaucoup de temps et on est sur quelque chose de la même ampleur que l'électricité. Donc il faut se projeter en disant on est vraiment au tout début. Mais la vitesse à laquelle ça arrive fait qu'effectivement, il ne faut pas perdre du temps au démarrage. Quand on parle d'innovation, évidemment, dans notre secteur, la grande question pour nous dans les télécoms, c'est de se dire à quoi vont ressembler les réseaux télécoms dans 10 ans, dans 5 ans, même dans 5 ans. Quand le trafic sera massivement généré par des modèles d'IA, déjà aujourd'hui, et sachant que nos réseaux, il faut bien comprendre qu'on a des réseaux qui digèrent des croissances de trafic de 10 à 20% par an, avec un challenge qui est on ne doit pas consommer plus d'énergie. Et puis bien sûr, il faut pouvoir le financer tout ça. Donc on a un challenge économique, mais il y a aussi un challenge, j'allais dire, de modèle de ressources. Et donc se dire que demain, dans ce monde où il y aura beaucoup plus d'IA, et qu'évidemment, nous, on est avec des réseaux qui sont à la fois, on voit le trafic et ce qui explose dans le trafic entre les grands data centers mondiaux, parce que la croissance du trafic cloud, parce que toutes les entreprises migrent leurs données dans le cloud. Et la grande question, et on est convaincu que l'IA, dans 5 ans, sera beaucoup plus frugale, parce qu'aujourd'hui, on est quelque part aveuglé par l'entraînement des grands modèles de langage, mais l'IA at scale, elle se passera au plus proche des points de consommation dans les entreprises. Et donc la question pour nous, elle est vraiment au niveau de ces réseaux pour demain, sachant qu'effectivement, la capacité de calcul va continue à augmenter dans les téléphones portables, elle va continuer à augmenter dans les serveurs qu'on met dans les entreprises. Et donc nos réseaux, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on doit investir, parce qu'effectivement, il va falloir distribuer les choses. Et effectivement, on a cette plateforme d'observation que sont nos réseaux qui vont toucher tous les foyers dans tous les pays où on opère et toutes les entreprises et qui sont en même temps connectés à ces grands data centers. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour des réseaux. Le sujet de la sécurité, de la cybersécurité, c'est des sujets sur lesquels on investit depuis des années, mais on voit bien que c'est une course sans fin puisque l'IA permet aux attaquants, quels qu'ils soient, qu'on soit sur de la fraude ou quand même la fraude liée à la cybersécurité, c'est une mafia, c'est 1% du GDP mondial. Donc c'est des enjeux qui sont colossaux et c'est des sujets sur lesquels toutes les entreprises, les grandes entreprises sont bien équipées. On a encore un enjeu massif de diffusion des technologies de protection et c'est une course sans fin puisque l'IA aide les attaquants à finalement
trouver les failles et surtout les utiliser le plus vite pour attaquer les entreprises et aller... après, c'est des fuites de données, c'est selon évidemment la cible. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels nous, on investit beaucoup pour être dans cette recherche de protection, toujours dans ce contexte de confiance pour nos clients. On peut parler de communication quantique, donc ça, c'est des sujets qui sont plutôt pour l'après 2030, mais on a déjà des réflexions avec beaucoup de nos grands clients sur le fait que le fameux QD, le jour où finalement le quantique sera là et qu'on pourra casser toutes les clés de cryptage, ça pose des énormes questions pour des entreprises comme Sanofi qui doivent protéger leurs secrets industriels et qui ne peuvent pas se permettre de se dire que dans 5 ans, si des gens ont accès à leurs données aujourd'hui et les ont stockées en se disant que peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, on va pouvoir casser les clés et du coup aller chercher ces secrets. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut malheureusement être dans cette anticipation de ce qui peut se passer demain. Alors toutes les entreprises n'ont pas à se poser ces questions-là, mais dans beaucoup de secteurs, c'est déjà des discussions qu'on a avec les dirigeants. Paul Hudson, je vous vois opiner, je vous vois réagir. Vous voulez réagir à Christelle Heidemann? Oui, je pense que... je ne sais pas qui parle de ce jour Q. QD, nous on s'inquiète bien sûr parce que quand vous pourrez décrypter, quand on arrivera à décrypter n'importe quoi ou tout, parce que les processus de computing, ça ira tellement vite que ça va être difficile de garder des secrets. Mais moi, je voudrais m'assurer que vous avez bien compris mon ton quand je me suis exprimée précédemment, parce que moi, j'adore cette réunion. On peut venir ici et puis on peut essayer de rationaliser où on en est. Mais avec cette révolution qui est en train de se passer là maintenant, c'est l'opportunité de l'Europe qu'il faut qu'elle saisisse. Parce que le monde entier est à peu près au même niveau, la même technologie pour tout le monde, pour toutes les régions du monde, à peu près en même temps. Donc la question et c'est pour ça que j'adore vivre en France et j'adore avoir profité du système de santé français, c'est parce que les mathématiques, l'IA, les ingénieurs, c'est parmi les meilleurs au monde en France. Et c'est pourquoi on gâche cette opportunité, on ne s'en saisit pas. Pour la première fois, on dit tout le monde est égal, voilà la nouvelle révolution, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Et nous, on ressent que c'est juste géré par les entreprises. C'est très difficile pour les pays de se réunir, de se regrouper et de faire ça ensemble. On peut inventer un nouveau médicament pour des maladies qui n'ont jamais été guéries avant. Moi, je vais y arriver plus vite parce que je reçois tous les jours des lettres de gens qui m'écrivent et qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider à guérir mon enfant parce qu'il n'a pas de traitement disponible ?» Je ressens cette pression tous les jours. Mais je crois qu'on est tous à la ligne de départ en même temps. Moi, je ne veux pas avoir de regrets. C'est qu'on n'a pas été assez vite ou qu'on a laissé d'autres courir plus vite que nous. C'est parce qu'ils rataient cette opportunité, particulièrement en France. Et il y a une controverse avec les collègues espagnols. La France est le leader en Europe dans qui sait gagner une bataille, un tout petit peu, toujours de peu, mais elle gagne quand même. Donc, vont tout en profiter. Pour les politiques, Alexandra Roulet. Petit rebond. Alors, en effet, je suis complètement d'accord je pense qu'on est tous d'accord avec ce que vient de dire Paul Hudson sur le fait de prendre ce qui se passe comme une opportunité pour l'Europe. Mais pour revenir sur quand même la remarque initiale qui m'a un peu piquée en tant qu'Européenne, nécessairement, sur le fait que les États-Unis et la Chine avaient bien pris, en tout cas, la précédente transition et que l'Europe a décroché, donc c'est tout à fait vrai dans les statistiques. Simplement, là où j'introduirais une petite nuance quand même, c'est que vous avez dit, la question du choc, elle se pose que pour l'Europe. Et en fait, là, je ne suis pas complètement d'accord parce que finalement, quand on voit l'élection de Trump, on peut aussi la lire comme les États-Unis, certes, ont capitalisé sur les gains de productivité, mais ils n'ont précisément pas bien absorbé le choc pour les perdants. Donc, on a eu l'élection de Trump. Donc, on a toutes les coupes dans les budgets des universités, etc. Donc, on a potentiellement un recul de l'innovation aux États-Unis, en conséquence de tout ça. Donc, je ne sais pas si je suis complètement d'accord sur le retard européen, la nécessité de voir ça comme une opportunité, et j'espère que la France peut être en effet le leader là-dedans. Mais je pense que le choc, il se pose aussi pour les autres continents, pas seulement pour l'Europe. Paul Hudson, un mot ou alors non? Mathias Burgard, qui veut répondre à ça sur le choc et les conséquences? Vous voulez répondre? Non, effectivement, on voit une opportunité pour l'Europe, hein, puis
pour répondre aussi à Paul, c'est effectivement que le fait d'aller trop vite et trop brutalement crée des retours en arrière. Et on voit effectivement ce qui a porté les États-Unis cet avantage en termes de productivité, de compétitivité, qui était quand même lié à la recherche scientifique aux États-Unis, notamment liée aux universités, surtout liée aux universités. Aujourd'hui, alors c'est pas encore massif, mais effectivement, il y a beaucoup d'universités qui se posent des questions sur leur avenir aux États-Unis. Il y a des chercheurs qui veulent éventuellement trouver de nouveaux horizons. Donc, c'est pas si simple. Effectivement, c'est pas si simple que ça. Pour revenir à votre question aussi, c'est que, en tout cas, dans notre industrie, finalement, l'innovation pour l'instant nous a permis d'être plus productifs, c'est-à-dire de traiter l'information de manière plus rapide, de remplacer un travail de premier niveau finalement d'analyse. Et là où on va demain, c'est prédire. C'est la prédiction, ce qu'apporte l'IA, qui est quelque chose d'une disruption technologique qu'on n'a jamais eu avant, c'est la capacité de prévoir l'avenir. Donc prévoir, pour nous, ça veut dire quoi? Savoir quels sont les investissements qui vont être performants demain, comment finalement composer, comme je le disais tout à l'heure, des portefeuilles qui vont être plus performants en combinant différents investissements. Donc cette capacité de prévoir l'avenir est pour moi la nouvelle frontière que nous apporte l'IA. Alors c'est vrai bien sûr tous les biotech, puisqu'on va prévoir effectivement beaucoup plus rapidement l'impact des molécules sur les patients, sur les maladies. Et dans nos métiers aussi, dans tous les métiers, finalement, cette capacité de prédiction, c'est peut-être ce qui va encore plus accélérer, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir ce que sera l'avenir dans 5 ans. Alors moi, j'ai une chance en tant qu'investisseur, c'est que je peux investir dans tous les métiers, je peux diversifier mon exposition, et je comprends effectivement la difficulté pour chaque entreprise de prévoir ce que sera son marché dans 5 ans, quels sont les gains de productivité faits par ses concurrents en Europe et ailleurs. Nous, dans l'investissement, on a cette possibilité de diversifier, ce qui effectivement aujourd'hui, face à un avenir qui est très très incertain, est peut-être une réponse facile à apporter. En un mot, peut-être, Laurent Bataille, Annabelle Cruz, sur le côté, si on va trop vite, on perd du monde, et on recule peut-être ou pas? Je pense que ce n'est pas la question qui se pose aujourd'hui, en particulier en Europe. Je pense qu'on a un vrai défi qui est celui de la vitesse, et la vitesse de l'adoption. Paul, quand il dit c'est un level playing field aujourd'hui en termes de technologie, a raison. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde où la diffusion du savoir est quasiment instantanée. On a tous accès aujourd'hui au même modèle LLM, par exemple, en IA. Donc la réalité, c'est que ce qui fait la différence, en fait, en termes de transformation de business model et création de valeur dans les économies, c'est la vitesse à laquelle les acteurs sont capables d'absorber et de s'approprier, par exemple, on parle d'Agentic AI, mais de déployer ces technologies pour changer la façon dont ils apportent des services, des produits et de la valeur à leurs clients. Je comprends bien que tout ça demande énormément de management du changement, ça c'est certain. On le voit, et ça demande aussi de l'éducation. On parlait avant de la question des universités américaines. La question profonde qui est derrière tout ça, c'est dans un monde où la technologie est de plus en plus importante, est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on est capable de la comprendre? À un moment où, par exemple, on forme moins d'ingénieurs. À un moment où on se dit, tiens, est-ce que c'est bien si les enfants ou les adolescents utilisent ChatGPT? On sait que ça va devenir, l'AI, un outil professionnel dont ils vont devoir se servir plus tard. Donc je pense qu'il faut qu'on soit assez attentif dans le change management à l'appropriation de ces technologies de façon générale. Et très jeune, c'est ce que vous dites, et en fait rapidement. C'est quand même une réalité, c'est que ça va devenir de toute façon des outils de leur vie, et autant qu'on l'apprenne très vite. Moi, ce qui me rend aujourd'hui assez optimiste, c'est quand je vois des parcours hybrides. C'était Christelle qui parlait des mélanges de compétences, mais entre des gens qui font du business et du data science. Par exemple, ces choses-là, je pense qu'elles vont devenir vraiment importantes. Il faut que tout le monde soit suffisamment à l'aise avec la technologie, vu la vitesse à laquelle elle se déploie. C'est vrai que c'est un grand challenge, mais il ne faut pas le refuser, on ne peut pas se le permettre. C'est un challenge dans l'éducation, donc déjà et très rapidement. Annabelle Cruz, peut-être un petit mot? Yeah, well, to start, obvious sentence. Moi, je voudrais insister sur
la théorie de l'innovation n'est pas la réponse à la question du fait que ça va tellement vite aujourd'hui. Moi, en toute franchise, c'est vrai que ça soulève des défis, tout ce dont on parle, par exemple l'éducation, la capacité des gens de s'adapter, par exemple. Ce n'est pas nouveau dans le monde. Bon, c'est plus rapide aujourd'hui, mais c'est pas nouveau. Ça amène aussi d'énormes opportunités, certaines qui sont toujours à découvrir, qui restent à découvrir. Par exemple, lorsque je regarde dans le passé, que, surtout dans notre activité, c'est notre secteur d'activité, la transformation a permis à des gens qui ne pouvaient pas aller au travail de se rendre sur leur lieu de travail, les améliorations dans la sécurité que l'on a amené à des endroits où c'était un facteur limitatif en termes de vie. Bon, c'était un changement dans la vie de beaucoup de gens. Donc, en regardant l'avenir, si on considère les problèmes sociaux, par exemple, on est dans une meilleure position aujourd'hui pour vraiment s'attaquer à ces problèmes. Il faut s'assurer que le système, surtout le système éducatif, à mon avis, si on regarde vers l'avant, il faut ajuster le système éducatif le plus tôt possible. Il faut que les jeunes vraiment profitent d'une meilleure éducation pour les rendre capables d'accepter le changement. Mais moi, je vois franchement, je suis optimiste pour l'avenir et beaucoup mieux que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Merci beaucoup. Au moment des questions, on a une dizaine de minutes, 8 minutes précisément. Donc, je vois une main qui se lève. Allons-y. Des questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro? Allez-y, mademoiselle, c'est là-bas. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous vous présentez et une question, s'il vous plaît. Il nous reste 7 minutes 49. Alors, merci. Je suis Gildas Assidé, je suis entrepreneur dans la Legal Tech. Et ma question, c'est pour l'ensemble du panel. Selon vous, avec les actualités et tout ce que nous vivons aujourd'hui, s'il faut prédire un peu, c'est-à-dire se projeter un peu dans l'avenir, à quoi devrions-nous nous attendre encore très prochainement en termes de transition ou de choc d'innovation? Parce que je rappelle, nous avons quitté récemment la crise de la Covid-19 où nous avons vu nos habitudes se réadapter, en tout cas un vrai choc c'était. Et aujourd'hui, avec la transition donc avec l'IA, et à quoi s'attendre dans les prochaines années, dans les prochains mois et prochaines. Vous voulez dire la prochaine révolution, mais déjà, il faudrait peut-être qu'on absorbe celle-là. Oui, bien sûr, mais c'est ça le sens de ma question. C'est ça. Ensuite, autre question, et après on répondra ensemble. Allez-y, monsieur, allez-y. Steve Smith, investisseur privé. Alors ma question, c'est une question. Alors, pour l'Europe et surtout la France, quelles sont les stratégies gagnantes dans tout ce qui est IA et quelle sera la stratégie perdante à ne pas suivre? Intéressant. Très bien. Monsieur, et on répond après. Monsieur? Bonjour, Mathieu Aliche-Petit, KPMG. Donc j'avais effectivement une question sur les solutions pour accélérer l'innovation en Europe. Mais peut-être une autre question sur la souveraineté. Est-ce que finalement l'investissement, c'est un enjeu de souveraineté? Qui est-ce qui veut peut-être répondre sur la partie, alors comment on absorbe l'IA, enfin la révolution, et en même temps, quelles sont les meilleures solutions? Comment est-ce qu'on ne se plante pas quoi, en abordant ces innovations? Christelle Heidemann. Je pense que, alors, je n'ai pas la réponse à la prédiction dans 5 ans, ou en tout cas, sinon, je vais la garder pour moi, comme ça, on va s'assurer que... Mais non, il y a d'une part cette accélération du temps, et surtout, on voit bien qu'on est face à des chocs qui se perturbent les uns les autres, parce qu'on est à la fois dans l'accélération de l'IA, donc l'ultra-tech, l'ultra-connecté, mais le changement climatique, les chocs qu'on va vivre, les événements extrêmes où finalement on perd l'électricité, on perd le réseau, etc., montre qu'il va falloir osciller entre une ultra-résilience à ce type de choc et en même temps une ultra-technologie qui nous fait gagner. Et donc c'est là où le chemin est incertain. Ce qui est sûr pour gagner, en tout cas dans l'IA, c'est quand même des technologies qui, même si aujourd'hui on a l'impression que c'est les grands acteurs de la tech qui sont les champions parce qu'ils ont accès à toutes les données du web, à toutes les données du search si on est chez Google, ou à toutes les...
en fait, l'IA qui va être dans la santé, etc., elle va quand même être développée dans des modèles qui pourraient être plus petits, qui doivent être du coup sur des modèles de données plus propriétaires. Donc la vraie question pour moi sur l'Europe actuellement, c'est la question de la gestion des données. On a beaucoup régulé les data, on régule l'IA. La vraie question, c'est est-ce que cette régulation va nous permettre d'aller assez vite dans l'adoption? La réponse est non. Et donc, bien sûr, il ne faut pas revenir en arrière sur essayer de protéger la vie privée, mais c'est vrai que si on veut réussir, il va falloir permettre, sans dire qu'il ne faudra pas réguler un jour, mais s'assurer qu'on ne freine pas la vitesse pour adopter dans tous les secteurs industriels, dans tous les secteurs de l'économie. Finalement, construire, adopter l'IA sur des données qui doivent être celles de nos entreprises, qui doivent être celles de l'Europe, parce qu'on ne va pas prendre des modèles qui seront américains ou chinois demain, et on prend tous les secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'industrie, etc., etc. Et donc c'est vrai que ce sujet aujourd'hui de se donner en mode sandbox, la capacité à tester et voilà, et malheureusement on a déjà beaucoup de régulations que d'autres n'ont pas. Il ne faut pas forcément les abandonner, mais se créer des espaces d'innovation là-dedans. Je propose à Alexandra de conclure, si vous voulez bien, et je propose de donner la parole à Paul Hudson et Mathias Burgard, et Alexandra conclura si vous voulez intervenir avant. Paul Hudson. Je pense, tout le monde croit qu'il faut qu'on crée un environnement qui de réussite. Sur la régulation, donc il y a un problème avec les données privées, mais enfin il y a une ligne rouge. Mais il faut qu'on s'assure que notre information est servie finalement. On vous demandait quelle est la prochaine étape pour l'IA par exemple. Bon, si vous regardez un film sur l'avenir, le futur par exemple, on a des villes flottantes, des voitures volantes par exemple, des vaisseaux spatiaux. Et si vous regardez, il n'y a rien qui a changé depuis 200 ans. Donc les données, il y a des changements. Les ordinateurs, l'informatique par exemple. Donc les choses que vous avez en main actuellement, c'est vraiment ça a été une révolution. La révolution, c'est comment vous allez gérer les données. Donc, il y a 150 PDG aux États-Unis, moitié tech et moitié industrie. Et ce sont des gens très seniors, finalement, de Microsoft, Apple, etc. La question a été posée, si vous deviez aller à l'université aujourd'hui, qu'est-ce que vous étudieriez si vous étiez étudiant? Et la réponse m'a choqué, finalement. C'est que tous les leaders de la tech ont répondu histoire, géographie, philosophie, religion. Et je dis, ah bon, ça c'est surprenant. Finalement, ils ont dit, écoutez, c'est clair. L'IA, sa première victime, c'est le quotient intellectuel. Ça peut remplacer le QI très rapidement. Mais l'intelligence émotionnelle demande plus d'efforts. La mise en œuvre, par exemple, la gestion du choc, l'évolution. Il faut des gens qui ont vraiment profondément humains. Donc les humains doivent être meilleurs pour pouvoir confronter tout cela. Bon, je n'ai pas fait pas de sport, tout ça, j'étudie à Polytechnique, tout ça, mais la barre est placée beaucoup plus haut sur les compétences soft, par exemple. Donc, si on veut se préparer pour l'avenir, finalement, c'est sur les soft skills. Donc, mais il faut préserver ce qui est sacré, finalement. Mathias Burgard. Sur finalement les conseils d'investissement dans un monde qui est difficile à prévoir et c'est intéressant parce que finalement ce qu'on a dit tout à l'heure aussi c'est que les investisseurs individuels sont l'avenir de l'Europe en matière d'investissement puisque c'est là finalement où il y a énormément de capacités d'investissement qui aujourd'hui est investi essentiellement sur des investissements sans risque et l'enjeu qui a été décrit dans le rapport l'État aussi c'est justement de mobiliser cette épargne au travers de nouvelles mesures notamment la réglementation LTIF pour permettre l'ensemble des acteurs de se financer sur un marché de capitaux européens unifié et en particulier en ayant directement accès à l'épargne des Européens. Alors, si vous êtes
conservateur en termes de risque, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'investir dans ce qui est absolument nécessaire, quelle que soit l'option qui prévaudra dans le futur. C'est-à-dire l'énergie, on en a parlé, investir dans la transition énergétique, parce que le climat, quel que soit l'agenda politique, ne va pas s'arranger. C'est une fonction, la détérioration du climat est une fonction linéaire du CO2 dans l'atmosphère. Donc plus on émet, plus l'impact climatique, que ce soit bien sûr en termes de productivité, on voit que la productivité baisse avec la canicule, on voit la conséquence humaine avec les inondations qu'il y a eu en Espagne, et tout ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc investir dans l'énergie, dans le traitement de l'eau, puisque c'est extrêmement consommateur d'eau, dans tout ce qui finalement permet à l'IA de se développer, parce que les choix technologiques, c'est difficile à prédire. Peut-être juste un mot pour la question de monsieur. Il y a 50 ans, dans les années 1950-1960, il y a un auteur américain qui s'appelle Isaac Asimov, de science-fiction, qui avait un peu prédit ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire une science qui est basée sur l'analyse de l'histoire, du passé, et qui prévoyait justement ce qui va aller se passer dans l'avenir. Donc ça, je vous invite à lire ce roman qui n'est toujours pas démodé, Les Fondations. You know it, no? Quelques mots d'extrême rapide conclusion pour Alexandra Roulet, et nous avons déjà dépassé notre temps. Oui, je vais me faire gronder. Je rajoute juste dans les leviers la politique industrielle que trop longtemps en fait on a un peu sacrifié parce que on était trop attaché à la politique de la concurrence, alors qu'en fait il faut articuler les deux. Et sur la question de la souveraineté, oui, bien sûr, enfin, le monde est devenu non coopératif, c'est ce qu'on observe. Donc, dans ce contexte, on est obligé, bien évidemment, de faire attention à la souveraineté. Merci beaucoup, merci à tous. C'était passionnant, merci infiniment.